Le plaisir maintenant de laisser la parole. J'ai un petit anti-sèche parce que vous êtes beaucoup trop nombreux pour mon cerveau. Donc Julie Bouchec, chargée de mission, c'est ça, au niveau régional, UGCAM Rhône-Alpes. J'ai revérifié 2 fois si c'était toujours le périmètre Rhône-Alpes UGCAM ou si c'était moi qui n'avais pas les informations à jour, mais non, on est resté sur Rhône-Alpes. Bon, à Lyon, ça passe bien, il n'y a pas de souci. Alors j'ai Célia Gachet, c'est ça. Paul Nicolas et Shafia Ami, c'est ça? J'ai pas écorché de nom. Bon, je vous laisse la parole du coup. Il faut peut-être vous rendre votre télécommande et passer. Hop, je vais passer le diaporama. C'est bien, c'est pas trop formel. C'est pas trop vraiment. Mais oui. Tu vois. Là, c'est en gros, en plus, c'est facile que ça. Donc, bonjour à tous. Merci à la FEAP et puis à l'IFROS de nous avoir invités et de nous permettre de nous exprimer sur un projet qui nous a beaucoup tenu à cœur. Donc, c'est un projet qui a été fait en parallèle de mon mémoire de master de DOS, qui donc est régi par Guillaume Rousset, et puis mon directeur de mémoire de recherche est Marion Girard. Et donc, c'est un projet qui a été emmené dans un collectif, avec donc il y a un copil en fait de communication alternative améliorée dont Shafia fait partie, et Shafia m'a accompagnée avec les résidents dans d'autres groupes de travail. Et puis Paul et Célia sont tous les deux très investis. Donc c'est en fait un groupe d'usagers de 6 personnes. Donc pour un établissement qui est en fait une maison d'accueil spécialisée et un EAM qui s'appelle Violette Germain, qui est situé sur Francheville et qui en fait accueille des personnes très dépendantes. Avec donc plutôt des personnes avec du polyhandicap ou des cérébrolésions. Et donc, en fait, c'est dans ces problématiques que nous avons énormément de problèmes. Et donc, nous, l'accompagnement des usagers et la pérédance, en fait, elle s'est fait en fait à travers un peu ce fil conducteur en fait du lien avec l'hôpital, c'est-à-dire comment les personnes peuvent continuer à s'engager et nous à les accompagner même quand ils sont plus dans l'établissement. Donc, c'était une vraie question avec pas mal de problématiques en fait lors de l'arrivée à l'hôpital. Et donc, on a fait des groupes de travail sur l'accès aux soins. Et en fait, ça a été vraiment l'occasion pour eux de pouvoir s'exprimer. Et là où on pensait que ils étaient plutôt dans l'anxiété, dans le stress, en fait, ils avaient beaucoup de colère de ne pas pouvoir en fait participer à leur prise en charge et de pouvoir s'engager et d'être entendus. Donc, la particularité un petit peu de l'établissement aussi, c'est que en fait, Paul fait partie des rares en fait qui puissent s'exprimer aisément. Voilà, soit on peut avoir quelques outils de communication alternative ou beaucoup d'isartrie et puis beaucoup de personnes qui sont non communicantes verbales. Et donc, en fait, sur la maison d'accueil spécialisée, dans les personnes hospitalisées, il n'y aurait qu'une seule personne qui serait en capacité de se faire comprendre auprès des professionnels. Donc, ça a été un travail qui a été beaucoup investi aussi avec des aidants, avec des familles. Et puis, il y a une personne en fait du collectif qui nous a permis en fait de le suivre lors de l'hospitalisation. Donc, on a fait une démarche en fait patient-traceur en parallèle de tout l'exercice pour voir un petit peu en fait la réalité et justement en fait entre les protocoles, ce qui est prévu normalement par l'organisation et du coup comment on permet en fait à l'usager de s'engager et de communiquer. Donc voilà, on s'est posé beaucoup la question de comment en fait se transmettre ce lien. Et donc en fait nous on était partis en fait du constat qu'en fait le premier expert en fait c'était la personne elle-même et que eux-mêmes en fait étaient en capacité de pouvoir dire ou au moins de faire comprendre. Et à ce moment-là en fait notre idée ça a été de tourner en fait autour de trois pivots en fait la personne experte lui-même, ses aidants et puis les professionnels. Donc, dans notre problématique, c'était essentiellement en fait la difficulté à communiquer. Et donc, c'était comment en fait on donnait un moyen de compensation, des armes pour en fait la personne puisse en fait s'engager et dire elle-même ce qu'elle avait besoin pour elle. Donc,
on a réfléchi. Et donc, on a fait des formations de communication alternative qui étaient formidables, mais malheureusement pas toujours adaptées pour toutes les personnes. Et donc, c'était comment on pouvait les aider à s'engager dans la démarche. Et donc, on a eu l'idée de produire en fait un support d'expression pour les personnes accompagnées, pour qu'ils puissent exprimer leurs priorités, ce qu'ils avaient vraiment besoin eux individuellement. Et qui permettait en fait un soutien des aidants, même lorsqu'ils n'étaient pas là, ce qui permettait aussi du répit avec des appuis de professionnels. Donc voilà, l'idée c'était vraiment qu'il puisse s'engager dans sa santé, lui donner la capacité d'agir et lui donner de l'autonomie. C'est-à-dire qu'ils ont pu énormément partager qu'en fait, il y avait des stéréotypes du handicap. Ils sont handicapés, donc ils sont incontinents, on leur met une couche. Des choses un petit peu comme ça qui vivent et du coup c'est comment en fait on leur donne les moyens de pouvoir s'exprimer autrement que par la communication verbale. Donc on a eu l'idée en fait d'un QR code disposé sur un bracelet qui puisse en fait être scanné par un smartphone, mais également un téléphone, un ordinateur, une tablette, peu importe, qui n'a pas besoin d'application et qui est sécurisé. Alors donc pour les professionnels de santé, à l'heure actuelle, il n'y a pas de ceux qui sont soumis à l'ordre, il n'y a pas de problématique, ils ont la carte CPS. Et puis pour les médico-sociaux, ça arrive là sur le deuxième semestre 2023, où les professionnels vont pouvoir également se loguer et sécuriser l'accès à l'application. Et donc, cette application, elle tourne donc autour de la personne en situation de handicap, les professionnels des établissements sociaux et les établissements sanitaires. Et donc, elle permet, donc, à travers des petits icônes assez simples, l'idée, c'est que ce soit vraiment facile d'accès, accessible pour tout le monde, qui puissent cliquer et avoir des informations pour que, par exemple, une personne qui serait lock-in syndrome, c'est-à-dire qui n'est pas en capacité de pouvoir verbaliser, mais qui communique en fait par les yeux, par des clignements d'yeux, puisse en fait rien que facilement comprendre le oui et le non. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, cette personne, elle va à l'hôpital si elle n'est pas accompagnée, elle n'est pas capable de s'exprimer et donc un professionnel ne pourra pas lui permettre en fait de s'autodéterminer, de faire des choix, de donner son consentement. Et donc, grâce à l'application, ça permettrait de comprendre le code de communication de la personne. Donc voilà, de manière assez simplifiée pour les questions fermées, mais également un petit peu plus compliquée lorsqu'on utilise en fait l'outil de communication de la personne avec le mode d'emploi et l'accès directement sur l'application à son code de communication. Et puis, il y a Paul qui transmettait que Emma, pour elle, la nuit, des fois, c'était compliqué parce que les professionnels, des fois, ils oubliaient de mettre son matelas. Donc, c'est des matelas qui sont très spécifiques, on ne les voit pas forcément à l'hôpital, et puis peut-être que vous n'en avez jamais vu. C'est des matelas qui sont moulés sur mesure et qui, en fait, évitent les douleurs. Et donc, l'application, en fait, elle est là pour en fait, expliquer de manière didactique ce que c'est. Donc, voilà, que c'est un matelas, que ça évite les douleurs. Et en fait, Emma peut s'exprimer à travers l'application en disant qu'elle aime dormir à plat, mais également, par exemple, qu'elle a peur du noir et qu'elle a besoin de la veilleuse la nuit. Ce qui évitera que Emma pleure toute la nuit et réveille toute l'unité. Et puis voilà, l'idée aussi, cette application, là on était sur le volet père aidance, et puis que la personne puisse s'autodéterminer et du coup être actrice de sa santé. Et l'idée aussi de l'application, c'est qu'elle puisse être en fait aussi des astuces soignantes. Nos professionnels sont de moins en moins formés ou ne sont pas formés au handicap, et à tous les handicaps, il en existe tellement que en fait, c'est impossible dans les plans de formation de caler tout ça. Et puis quand on pratique pas, on oublie. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir la formation au moment où le professionnel en a besoin. Donc là, l'idée, c'est de donner des petites astuces. Donc là, par exemple, des petites techniques. Il faut être à 2 pour installer une personne dans ce matelas. Et puis, il est plus facile d'utiliser le lève-malade. Mais tout le monde ne connaît pas l'utilisation, par exemple, de la technique. Donc, l'idée, c'est d'embarquer des petites vidéos qui sont réalisées avec les usagers. Donc, malheureusement, on ne pourra pas vous montrer aujourd'hui puisque, du coup, le délai était trop court pour avoir les autorisations du droit à l'image. Mais du coup, avec Shafia, on va pouvoir vous évoquer. En fait, on a réalisé dans le parcours du patient traceur, il y avait une partie qui était avec les moyens de communication habituels utilisés par l'établissement pour communiquer avec l'établissement hospitalier.
donc avec voilà tous les travers et les problématiques que ça engendre. Et puis l'idée, c'était aussi de mettre à disposition une simulation de l'application. Donc il y a une partie en fait de vidéos qui ont été réalisées pour donner aux professionnels en fait les séquences de soins qui ont été réalisées avec un usager, qui du coup a pu en fait nous évoquer toutes ses priorités pour lui. Donc là en l'occurrence, donc là c'était l'accès au fauteuil. Donc, en fait, ce résident a des difficultés, il est très angoissé. Donc du coup, c'est vrai que quand il part d'un endroit à un autre endroit, que ce soit l'hôpital ou ailleurs, bien sûr, il a besoin d'être rassuré énormément. Et il a des positions qu'il aime, qu'il souhaite il souhaite être placé plutôt d'une certaine manière. Et il communique qu'avec son doigt, et c'est très difficile pour le comprendre quand on le connaît pas. Donc le fait de pouvoir montrer avec cette application, le fait de pouvoir l'installer comme il faut, la personne aura juste le temps de se rendre compte et de l'installer. Et ça permet en fait à ce que le résident puisse passer un moment, là où il va aller, que ce soit l'hôpital ou ailleurs, passer un moment agréable et être beaucoup moins angoissé, puis pouvoir continuer à être soigné, accompagné comme il se doit en fait. Et puis être, s'il est mal installé, qu'il puisse, qu'on puisse l'installer, qu'on puisse lui donner le droit d'être installé comme il faut en fait. Donc voilà. Il y avait pour ça. Sinon, il y avait aussi la manière de mettre une chaussure. Pour vous, c'est très simple. Pour lui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une certaine manière de lui mettre et que si on ne fait pas attention, on risque de lui faire un escarre et ça hantise. Donc du coup, cette application permet de pouvoir montrer à la personne qui l'accompagnera de comment faire pour éviter ça en fait. Donc voilà. Après, le seul truc, c'est que oui, on voit un code barre, on se dit code barre, c'est péjoratif. Mais si on le prend sous un autre angle, on se dit aussi c'est accompagnant, c'est aidant, c'est rassurant, ça donne un autre accompagnement et ça permet de pouvoir, que ce soit une personne handicapée, que ce soit une personne âgée. Je pense que ce logiciel peut être accessible à plein de personnes, à un enfant qui a du mal à s'exprimer. Donc je pense que ça permettrait de rassurer l'enfant, de se rendre compte que la personne qui va l'accompagner, sera comme celle qu'elle a laissée derrière elle, que ce soit son papa, sa maman ou un aide-soignant, un AMP, une éduque, n'importe, et que le lien continue en fait, et que qu'il soit ici ou ailleurs, il n'aura pas trop en fait. Il pourra se concentrer que sur, si par exemple c'est pour une opération, que sur son opération. Et essayer de vraiment apprécier le moment. Donc là, c'était des courtes séquences en fait de, par exemple, le brossage de dents. Et par exemple là, on avait pris quelques minutes avant pour voir qu'est-ce qui était important pour lui. Et c'était assez comique, parce que du coup, il nous a fait arrêter la vidéo sur le brossage de dents pour nous faire rajouter que c'était hyper important que la brosse à dents soit sur son chargeur en face de son lit. En fait, ça l'empêche de dormir. Voilà. Et donc, il nous a fait couper la vidéo, refaire la vidéo pour rajouter ces petits moments. Voilà. Donc, c'est un travail qui a été vraiment collaboratif dans une idée aussi de pair aidance, puisque du coup, il y a quelques résidents qui sont en capacité de s'exprimer. Donc, il y a des personnes qui communiquent, comme Paul, qui communique plutôt facilement. Pour Célia, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, on avait des personnes qui communiquent que par le clignement d'yeux, donc dans le travail collaboratif. Donc, ça a été, on a essayé de vraiment maximiser tout le potentiel des personnes qui étaient là et qui ont pu aussi s'exprimer pour ceux qui ne peuvent pas, qui ne participent au groupe de travail. Voilà, donc ils étaient 6, donc Paul, Katia, Célia, Fabien et Nabil. Et puis, donc il y avait des professionnels formés à la CAA et puis surtout des aidants, puisque on n'en a pas beaucoup et c'est vraiment important. Et donc, cette application, on espère qu'elle pourra voir le jour sur l'année 2023. En tout cas, nous avons remporté l'appel à projet pair des HCL et de la métropole de Lyon. Donc, on a remporté le premier prix. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir un financement pour établir d'abord le premier prototype pour le mettre en place dans un tiers-lieu. Voilà.
Rien à voir. Ok, c'est un souci. Ah. Truc à dire. Bonjour et merci pour vos belles interventions. Franchement, c'est inspirant et ça donne envie. Moi, j'ai une question pour Paul. Je voulais savoir s'il avait remarqué, du coup, avec l'application, une différence de prise en charge. Alors, Paul, en fait, n'a pas pu le tester encore, puisque du coup, on n'est que sur des données en fait, de santé. Donc, c'est des données personnelles de santé. Donc, en fait, on ne peut pas s'amuser en fait, à développer une application comme ça pour tester ou mettre des vidéos, par exemple, en disant on les héberge sur YouTube et on fait comme si. Donc, en fait, l'expérience Tracer, elle n'a pas été faite avec Paul, elle a été faite avec Fabien. Et en fait, à l'issue en fait, de l'expérience, Fabien a gardé toutes les vidéos sur sa tablette. Voilà. D'ailleurs, il est hospitalisé aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu être présent. Mais du coup, on espère en tout cas qu'elle lui soit utile. Mais elle lui a été, enfin, je parle en son nom, hein, mais du coup, avec son retour à lui, vu qu'il a été hospitalisé, elle lui a été utile. Ça lui a permis d'être plus serein, d'y aller plus sereinement et de pouvoir expliquer ce qu'il ne pouvait pas expliquer ou si les personnes qui ne le connaissent pas. Donc, il a pu, grâce à ça, pouvoir avoir cet échange-là. Peut-être, Paul, que tu peux aussi t'exprimer par rapport à la VNI, ce que tu me disais tout à l'heure, la VNI. En fait, Paul, tout à l'heure, il nous disait qu'il avait des problématiques. Par exemple, il a un appareillage de nuit pour la respiration. Et puis, des fois, il y a des professionnels qui ne sont pas à l'aise pour le mettre. Et donc, ils appellent l'infirmière. Et puis, il suffit que ce n'est pas une infirmière qui a l'habitude, qui dit je ne sais pas, non, ça ne doit pas être obligatoire. Alors, ça fait partie du projet de soins, dans le plan de soins, mais voilà. Et du coup, en fait, Paul, c'est la parole de Paul contre celle d'une infirmière. Et du coup, il n'est pas forcément entendu. Et Paul a vraiment besoin de sa machine. Donc, en fait, il disait, lui, sa priorité, c'était ça, en fait. C'était sa machine, comment on l'installe pour qu'elle soit bien installée, pour qu'elle soit efficace. Et puis aussi, il y avait l'installation aussi aux toilettes. L'installation. Puisque les professionnels, des fois, pensent savoir. On apprend dans les gestes et postures aux professionnels des méthodes, mais qui, en fait, ne sont pas forcément celles de la personne en situation de handicap. Et en fait, en imposant une méthode, en fait, ils les mettent en difficulté et c'est des risques de chute ou en tout cas d'anxiété majeure. Et du coup, ça faisait partie, en fait, des vidéos que eux voulaient vraiment qu'ils soient positionnés. Donc, l'application, en fait, elle permet de mettre des photos. Alors, on peut se dire, déjà, dans des établissements, des fois, il y a des photos. Mais en fait, c'est plein de subtilités en fait, qu'on transmet à l'oral. Et du coup, en fait, c'est ça que l'application aussi, elle change un petit peu. C'est par rapport aux formations, c'est-à-dire d'être en capacité d'oraliser et de montrer tout de suite en instantané que le professionnel puisse en fait le reproduire de suite. En fait. L'innovation, elle est à plusieurs endroits. Oui, bonjour. Ma question, c'est pour rebondir sur ce que vous venez d'exprimer. Donc, lors de l'admission d'une partie des patients qui ont besoin de ces équipements et qui sont détenteurs de ces applications, est-ce que l'établissement qui accueille les patients, est-ce qu'il y a un moyen d'informer à travers la lettre de prière d'admettre, simplement en disant le patient est en possession d'un outil qui, sans le détailler, sans mettre des photos, etc. Ce serait peut-être bénéfique pour l'équipe. Alors en fait, du coup, l'UGCAM fait partie en fait de l'assurance maladie. Donc, vous connaissez sans doute le dossier médical partagé. Et en fait, notre ambition, c'est qu'en fait, il soit annexé en fait au DMP, c'est-à-dire le DMP, c'est la partie médicale, et en fait que l'application en fait puisse être le volet accompagnement. Et que donc, en fait, là, avec les systèmes d'interopérabilité, en fait, là, ces derniers mois, il y a eu vraiment des avancées énormes de ce côté-là, avec le Ségur du numérique qui a été vraiment assez fort et qui, en fait, oblige aussi les opérateurs de mettre des choses en place. Donc là, on n'a pas du tout d'inquiétude sur la suite et justement la facilité d'accès. Dans le cadre du patient traceur, la cadre de santé n'avait pas pu anticiper certaines choses. Par exemple, un lit spécifique pour Fabien qui est de très grande taille.
Là, l'application, en fait, elle permettra en fait au cadre de santé d'avoir directement les éléments en fait par l'INS pour se connecter directement. Et du coup, sur la question. Oui. Que je t'explique. Tu voulais dire quoi? Que des fois, ça évolue. Que tu veux Prise en charge. que la prise en charge évolue, que tu peux remettre à jour l'application. C'est dire comment faire mieux. Il aurait ça passer. Et tu vois, si tu veux ça va. Il n'y a pas la micro. Oui, il y a. Comme ça, tu lui dis ce que tu veux. Bon, du coup, c'est bon, ça marche. Je pense que t'entends. Je voulais rebondir sur ce que disait Julie, que le truc de soin, on peut pas vraiment, comment expliquer? On peut pas vraiment tout directement expliquer toutes les problématiques d'une pathologie. Comment expliquer? Que par exemple, à l'heure actuelle, je peux faire certaines choses que je pourrais plus faire après. Du coup, sur une fiche de soins, on peut pas vraiment expliquer directement. Ça évolue. Donc le problème, c'est que c'est compliqué de pouvoir faire une fiche. Comment expliquer? Une fiche de suivi de liaison sur une pathologie comme la mienne, parce que c'est jamais pareil. Ça évolue. Et du coup, il faut pouvoir faire en sorte que l'évolution soit suivie. Donc c'est ça qui est compliqué. Et du coup, l'application, c'est important à ce niveau-là, parce que du coup, on peut la modifier rapidement. Comment expliquer, c'est ça. Ouais. Oui, c'est bon. Non, C'est bon. C'est bon. Du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire. En tout cas, bravo pour cette initiative. Je trouve ça fantastique. Je me demandais simplement le temps que ça vous prenait, par contre, aussi, pour finalement établir cette expérience patient, comprendre toutes ces habitudes de vie, etc. Donc, bien sûr, il y a le souci de mettre à jour, avec une évolution de pathologie, etc. Mais finalement, là, quand vous l'avez établi, là, pour peut-être ce groupe de... Combien de temps, quand même, ça vous prend, je veux dire, pour comprendre tout ça, faire les vidéos et compagnie? Ouais. Le temps d'un accompagnement, en fait. En fait, on l'a fait en direct live pendant l'accompagnement. Je faisais la vidéaste, Shafia faisait le soin. Et voilà, on a fait attention à l'intimité, à la dignité de la personne. Mais voilà, on a fait des séquences en fait pendant le déroulement du soin. Donc, on a pris un temps avant pour voir la priorité en fait, là pour Fabien, qu'est-ce qui était important pour lui. Et puis en fait, au total, je crois qu'on a dû mettre 50 minutes. Avec en plus, on a rajouté le temps du repas, puisqu'il y a aussi des spécificités pour le temps du repas. Oui, après l'idée, c'est pas de faire des vidéos d'une demi-heure de longueur. En fait, on a vraiment fait que des séquences courtes, c'est-à-dire le brossage de dents, le transfert, voilà. Moi, j'ai une petite question pour savoir si vous avez prévu en fait des déploiements ou des liens avec les logiciels de suivi, parce que, des patients tout ça ou des résidents, parce qu'on voit aussi que dans nos établissements, on a de plus en plus de turnover, d'intérimaires, de remplaçants qui connaissent pas, nos résidents ou nos usagers. Et du coup, je trouve que même en termes de transmission, pour ces personnes qui viennent pour une journée, etc., c'est quelque chose qui peut être hyper adapté en fait à ces problématiques de transmission d'infos au sein même de nos structures, même si c'est des résidents qui restent ou des usagers qui restent dans la structure en fait. L'idée de base était vraiment pour répondre à l'hospitalisation, mais en effet, l'établissement est aussi confronté au turnover et aux intérims et la précarité des professionnels et ça fait aussi partie. Les résidents ont dit qu'ils avaient hâte en fait de pouvoir en fait mettre un QR code sur leur porte en fait, que les professionnels en fait tout de suite puissent en fait avoir accès et je pense que même pour nos professionnels, il y a une usure aussi de répéter tous les jours et en fait au bout d'un moment, je pense que malgré c'est un établissement qui a vraiment des professionnels très investis et qui sont vraiment qui croient vraiment leur métier, donc heureusement. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a forcément des réductions qui sont faites parce que quand on explique tous les jours la prise en charge d'une personne, à un moment donné, en fait, on arrive au principal parce que à un moment donné, on peut plus. Le temps, il est plus incompressible et au moins là, la personne pourrait être autonome.
à regarder les vidéos. Et puis après, voilà, la professionnelle, elle est là aussi pour aider. Mais je pense que ça participera aussi à éviter une usure de nos professionnels dans la répétition. Qu'est-ce que tu en penses en termes d'usure aussi Ah oui, non, mais je pense que vous n'avez pas tort. Enfin, je ne sais plus c'est qui la dame qui parlait tout à l'heure. Mais de pouvoir l'utiliser aussi au sein de la structure pour pouvoir aussi, quand c'est des intérimaires ou des nouveaux vacataires ou des nouvelles personnes, nous, il nous est arrivé pas mal de petits problèmes pour lesquels, s'il y aurait eu cet outil-là, ben, la soirée se serait mieux passée, par exemple. Et du coup, ça aurait facilité à tout le monde et à la personne qui vient travailler, parce qu'elle vient travailler elle veut des bonnes conditions, elle se retrouve un peu Donc oui, je pense que oui, on peut l'utiliser un peu partout. On a la place pour une toute dernière question. C'est bon. Je trouve l'enjeu principal aussi, c'est effectivement d'avoir le réflexe dans les lieux d'accueil, les autres lieux d'accueil, tous les autres lieux en fait, d'avoir le réflexe et de savoir qu'il faut penser à regarder la tablette ou l'application pour avoir ces informations-là et l'intégrer dans l'organisation, parce qu'on voit parfois même des informations basiques en papier sont pas regardées parce que dans la routine du process de soins et de consultation, en fait, on n'a pas la place pour un autre process qui viendrait perturber ça. Donc, ça va être intéressant à étudier justement comment on arrive à intégrer ça sans, effectivement, en fait, au-delà du fait que ça fait gagner du temps et du confort à tout le monde. C'est clair. Alors, déjà, je vous remercie. Merci à tous les 5 du coup de l'ensemble de ces 2 présentations, de cas de figure assez distincts qui peuvent réunir encore d'autres questions de forme d'engagement. On en parlait, Guillaume Jobert a pas pu rester, mais l'engagement, on en parle aussi beaucoup avec la FEAP. C'est aussi l'engagement au sein des conseils d'administration, au sein des bénévoles, toutes les formes en fait d'engagement. Qui sont aussi qui sont des faits d'actualité. Je crois que vous disiez tout à l'heure, aller chercher un représentant des usagers, on pense toujours à un représentant des usagers omnipotent qui est partout, qu'on n'arrive pas à enlever de certaines instances, mais on faut pas oublier tous ceux qu'on n'arrive pas à attirer et donc les places vacantes en quelque sorte, parce qu'il faut mobiliser des personnes. Donc tous ces engagements sont aussi extrêmement précieux. Merci. On va juste faire quelques mots de conclusion, mais ce sera assez rapide. Vous n'êtes pas obligé de bouger tout de suite. Enfin, vous faites comme vous voulez en fait. Merci. En tout cas, merci à tous de votre participation, de vos questions. À France Asso Santé, Alexis, merci du déplacement et puis d'avoir pu partager ça. J'ai commencé à mettre le document sur LinkedIn en lien, mais je vais le rappeler pour l'ensemble des participants. La présentation, le séminaire cet après-midi, il a été capté, pas diffusé en direct, mais il sera rediffusé sur la chaîne YouTube de l'Université Lyon 3. Donc on vous renverra aussi les liens à tous. Et donc ça vous permettra d'avoir et les intervenants et en gros le PowerPoint aussi, la slide correspondante, la diapositive correspondante. Et donc ça nous permettra de remettre les liens vers le rapport, le feuillet en fait sur les différentes formes d'engagement. Vraiment, je pense que c'est des éléments qui viennent nourrir la situation. Je fais partie des premiers signataires par exemple d'Association Nos Savoirs. Et pour autant, quand il s'agit de se dire mais c'est sympa de signer à titre personnel, de signer un engagement de ce type-là, mais et alors la formation à l'IFROS, on fait comment pour associer les personnes concernées? Alors les personnes concernées, il y a les étudiants, les auditeurs, ça on a un travail, on a l'habitude, mais en fait on forme des gens dont l'objet c'est d'accompagner et de soigner des personnes. Donc comment on associe? Alors depuis très longtemps on a des représentants d'usagers qui viennent, des représentants d'associations d'usagers qui interviennent mais dans des cours bien spécifiques sur le droit des patients, le droit des usagers. Donc finalement on les cantonne à leur rôle de représentant et pas plus loin. Alors on a des pistes. Mais vraiment, c'est pas si simple que ça. Et vraiment, je mets un gros caillou dans ma chaussure, quoi. On a un gros projet sur
les process. Donc, quand il s'agit de travailler sur des processus et des démarches qualité, il y a un gain, et vous l'avez dit, il y a un gain d'avoir un représentant sur ces sujets-là. Et donc, en formation, d'avoir aussi des formateurs qui soient des personnes concernées. Et puis, et là, ça paraissait plus iconoclaste, même à Association Nos Savoirs, mais sur le pilotage. Et je pense que dans les indicateurs de contrôle de gestion, de pilotage global, de performance des organisations, c'est aussi, en fait, ça serait tout à fait naturel, finalement, de les associer en termes de transmission de connaissances sur c'est quoi le référentiel de performance d'une organisation si on ne prend pas en compte le regard de la principale personne concernée. Donc, voilà, maintenant je vous l'ai dit publiquement, donc j'ai le gros caillou dans ma chaussure. Vous pourrez venir voir dans 1 an ou dans 2 ans si on s'est amélioré. Vous voyez que j'ai pas pris, j'ai pris un petit laps de temps, mais c'est dans les tuyaux pour les mois à venir de vraiment travailler. On a commencé à avancer avec Association Nos Savoirs, mais il s'agit pas juste d'avancer intellectuellement, il faut que ça se traduise dans les faits. Donc on verra là-dessus. On a un autre séminaire le 30 mai sur je viens de manger le nom, sur la structuration et les formes de handicap, les catégories, voilà, je cherchais le mot catégorie, les catégories du handicap, qui est aussi organisé et ouvert. Guillaume, c'est le matin ou l'après-midi? Le matin, me semble. Les deux, c'est toute la journée. Merci. Donc voilà, et puis on a l'école d'été aussi qui aura lieu du 12 au 15 juin, l'école d'été franco. Alors officiellement, c'est l'école d'été franco-canadienne, mais là, on est entre nous. En réalité, c'est une école d'été franco-québécoise. Donc, c'est l'expérience, un croisement d'expériences québécoises. C'est la première édition qu'on fait à Lyon. Les 2 précédentes, ça a été coupé par le Covid au milieu, ont eu lieu à Québec, à l'Université Laval, en partenariat avec eux. C'est une école d'été sur la gestion des services de santé, dans lequel on a le loisir sur 4 jours d'aborder plusieurs thèmes, justement, des aspects autour de l'innovation, des aspects autour de la connaissance réciproque des systèmes. Alors, il se trouve qu'on s'est croisé par hasard avec Alexis à Santexpo hier après-midi, mais on en parlait également, y compris sur les modèles qu'on essaie d'importer du Québec et dont on s'aperçoit parfois après qu'en fait, ils venaient en partie de France, ou ils fonctionnaient déjà finalement en France, mais on les avait pas modélisés. Donc, innovation, quelque chose qui va pas du tout vous parler, attractivité des métiers, renforcement. Et puis, on a d'autres sujets autour de la modélisation des trajectoires aussi. Et bien sûr, les représentants, tout ce qui est représentation, place, engagement des personnes concernées autour du regard, autour du droit finalement de ces personnes-là. Et c'est relié à la démarche qualité, mais la qualité est partout dans cette démarche. L'innovation, c'est de la qualité, la formation, c'est de la qualité. Voilà, donc ça, c'est du 12 au 15 juin. C'est quand vous êtes étudiant à Lyon 3, c'est gratuit. Sinon, il y a une inscription à la journée qui peut se faire. Voilà. Merci beaucoup de votre participation à tous.